Hello, hello! Hi! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zomouge Podcast où encore une fois, nous avons le plaisir de pouvoir aborder des questions qui nous concernent tous. Que nous soyons déjà des professionnels ou que nous soyons juste des gens qui consomment un service délivré par des professionnels, enfin ceux qui sont censés être des professionnels. Mais avant de pouvoir vous plonger dans cette thématique, Zélia, Nous avons l'honneur d'avoir ici avec nous M. Fodé. Sans un peu rentrer dans les détails, j'aimerais laisser vraiment Fodé se présenter. Parce que comme on le dit chez nous, Waka Abakume Itatahidadi, ceux qui comprennent Hausa. Mais s'il est trop humble aussi, tu vas ajouter dessus. non, il est humble. Donc tu ne prépares pas à ajouter alors. Avant même d'ajouter, je vais jeter un peu quelques semences pour dire qui est Fodé. Mais avant toute chose, Fodé, c'est un des rares entrepreneurs de ce pays, je suis désolée de le dire cache-cache comme ça, pour qui j'ai du respect. Pourquoi? Pour sa persévérance. Wow. Et la présence de Fodé dans cet épisode, en fait, elle n'est pas anodine parce que Fodé, il évolue dans un domaine où tout esprit brillant. T'es sûr qu'avec cette lancée, tu ne vas pas mettre la charrue avant les bœufs? Bon, Fodé, oui, vas-y Fodé, mais quand même, il faut que ça sorte. Je ne sais pas si tu te rappelles, notre tout premier épisode, j'ai balancé la planète du café. Et moi, j'ai fait un atalakou de ouf sur leur café. C'est lui, Fodé, il est en fait là, les gars. Alors, on s'est perdu. Merci bienvenue dans beaucoup cet épisode. de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là avec vous pour partager le peu de connaissances qu'on a sur ce thème. Et je me présente, Monsieur Fodé Mahamadou, et je suis employé de banque. Cela fait déjà 14 ans. What? Je le connais depuis un bout de temps, mais ça vient de sortir, bam, comme ça. 14 ans! 14 ans d'expérience encore sur les bancs. Dans le domaine de la banque et dans le domaine de la gestion commerciale. Et aussi, Planète du Café a aujourd'hui pratiquement 7 ans d'existence. Ah ouais! Donc c'est sur ces deux domaines dont je souhaiterais un peu partager mon expérience dans le cadre du thème qui est le professionnalisme au Niger avec le standard international. En tout cas, merci Fodé pour cette transition parce que si je laisse Zélia reprendre le relais, elle va aller dans les émotions et puis nous rappeler à quel point votre relation elle est très personnelle. Et basée sur l'amour du café que nous partageons. Entre autres. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, nous avons pensé à aborder la question du professionnalisme, le comportement dans le monde professionnel. Pourquoi nous ne parlons pas de tes compétences, nous ne parlons pas de ton intelligence, scientifique, nous ne parlons pas de ta capacité à accumuler des connaissances, nous parlons plutôt de ton relationnel avec les autres. Et tu es dans deux domaines qui emploient ces deux choses de manière tellement intensive que ouais, c'est vraiment, tu es le parfait profil pour nous pour débattre de ces questions. Tu es dans la banque, tu es aussi dans l'entrepreneuriat. Nous savons que dans toutes les banques, quel que soit le pays, il y a un certain canevas vestimentaire, comportemental que les banques ont en commun. Est-ce qu'il y a un pourquoi à cette nécessité de mettre l'accent sur le professionnel? Tu peux nous donner dans le cadre bancaire, mais de manière générale. Pourquoi pourquoi c'est nécessaire de porter un regard particulier sur le comportement dans le monde professionnel, le savoir-être dans le monde professionnel? Très bien, c'est une très belle question. C'est vraiment très intéressant dans le cadre bancaire, dans le contexte nigérien aussi, il ne faut pas oublier. Je vais d'abord commencer par donner une brève définition du professionnalisme, qui est l'ensemble des compétences, aptitudes, comportements et valeurs morales attendues d'un individu dans l'exercice de son métier.
Waouh. Ok. C'est-à-dire, ça cadre plusieurs aspects. Ça repose sur, disons, 3 piliers. Les compétences techniques, Mhm. le comportement, ce qui est le savoir-être, et aussi l'éthique et l'engagement. Donc, en ce qui concerne le comportement, l'attitude générale qui inclut la ponctualité, la courtoisie, Hey. l'assiduité, Oh. le respect envers les collègues et les clients. Ok. Donc, c'est à travers ces 4 mots dont je veux définir l'aspect comportemental dans le cadre professionnalisme. D'accord, d'accord. La ponctualité, s'il vous plaît. ne mange pas ton piment dans sa bouche. Vas-y. La ponctualité, ça veut dire quoi en réalité? C'est d'être là à l'heure qu'il faut pour répondre aux exigences qu'il faut. En clair, en bref. Terre En à bref, terre. oui. Vous êtes employé dans une structure, l'heure du début de travail est de 8 heures. Donc vous n'allez pas quitter chez vous à 8 heures pour venir au boulot. Je suis Faudé, désolé. tu touches du doigt C'est vraiment. tellement Oui, logique. on est censé être à son travail, à son poste sur sa machine à 8h00. Pas quitter sa maison à 8h00. Oui, Ouais. c'est-à-dire que maximum à 7h50, tu es dans la structure. Il ne Mhm. faut pas oublier aussi notre côté culturel. Ouais. Le fait de se rencontrer, se saluer, bonjour, comment ça va, ta famille, tout ça là. Mais il faut tenir compte de ce temps. Donc si on souhaite aller faire un tour dans le bureau d'un collègue, d'une connaissance pour la saluer, donc ça serait nécessaire de venir avant 8 heures. Et là, on a le temps de faire le tour 5-10 minutes pour discuter avec nos amis, nos connaissances, nos collègues et être à son Ou poste à manger. 8h30. Prendre son petit déjeuner. Les ceux Bien qui sûr, mangent une fois. bien sûr. C'est ce qu'on rencontre au quotidien, ouais. des collègues qui sont là assis au boulot. C'est quand les clients vont commencer à se présenter, il va dire bon, moi j'ai oublié, je n'ai pas pris mon petit Pendant déjeuner. les heures réglementaires de travail. Pendant les heures Et il pense que réglementaires du dire ça travail. avec courtoisie va faire passer le truc. Ouais. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre pays. Mhm. Mais je dirais que ça, c'est vraiment un choc culturel. C'est lié à notre environnement social. C'est vraiment le propre de Nigeria. Moi, je te le dis. Attends, Sam, je voulais justement vous calmer pour que vous n'abordiez pas la question dès maintenant parce que elle est devant. Ok. Cette question de culturel, nous allons prendre le temps de nous approfondir dessus. Donc, on était sur un élément du professionnalisme qui était la ponctualité. Être à son poste de travail à l'heure convenue. Alors Ok. que- Ok, ensuite, deuxième élément de la ponctualité et du professionnalisme que tu nous citais. Comportemental. Les questions de compétences techniques. Mhm. Les premiers éléments, le savoir-faire. Le Oui. savoir-faire. La maîtrise de l'expertise, des outils et des méthodes nécessaires pour accomplir ces missions. Ok. Aujourd'hui, au Niger, je ne dirais pas qu'on a un problème de compétences Mhm. parce que ça a été prouvé dans plusieurs pays, dans plusieurs écoles où les Nigériens sont partis pour étudier. Ils ont Mhm. été toujours parmi les premiers. Donc, Ouais. on n'a pas un problème de compétences. Au Niger, on a les compétences nécessaires. On a la connaissance de base nécessaire pour occuper certains postes, que ce Mhm. soit ici localement ou bien à l'international. Je suis d'accord. Mais je pense que c'est de voir surtout le côté culturel. Je reviens forcément sur cette question parce que c'est notre logiciel. On met en avant beaucoup plus l'aspect social que l'aspect standard. C'est qu'on attend de Standardisé. quelqu'un. Ok, ouais. Oui. D'accord. Je suis d'accord. Donc, ponctualité, savoir-faire. Compétences Le techniques. savoir-faire. Ensuite, Il y a l'engagement et l'éthique. ah, L'honnêteté, la fiabilité, la responsabilité. Le fait d'assumer ses responsabilités. Quand on est dans un poste, il faut savoir vraiment être apte et répondre sur ce qu'on nous demande de manière sincère. Même si nous commettons une erreur, il faut savoir relever cela à ses supérieurs, à ses N+1, disons, pour pouvoir permettre de corriger cela. Et Ouais. ne pas faire passer ça comme un oubli ou bien de faire en sorte que cela passe
Dans les mailles du filet. Dans le maille du filet, exactement. Et ça a des coûts pour l'entreprise. Tellement, allez, au moins tu as entendu, il n'a pas dit la loyauté. Écoute, j'allais l'attaquer sur ce Bon, plan. dans le cadre professionnel aussi, Donc, la loyauté, c'est à des je ne degrés. dirais pas oui, c'est à des degrés. Parce à des qu'aujourd'hui, si je suis dans un tel environnement et que je trouve une opportunité meilleure C'est qui sur va ce me plan permettre... dont on évoque la loyauté, en fait. oui. C'est On va- ce sentiment de... Est-ce que c'était de- juste une pique? C'était pas pour que tu te lances sur le Tu as- sujet. Tu as commencé, il faut qu'on explique. Excuse-moi, vas-y. Il faut que les gens comprennent qu'on ne veut pas dire se poignarder dans le dos, en fait. La loyauté, c'est envers your self-improvement. Ce ressenti que tu as d'évoluer. Mais logiquement, je suis dans une boîte et que je vois mieux ailleurs. C'est pas par loyauté que je reste dans cette boîte si cette boîte n'est plus en mesure de me donner ce que je veux. Attention, et je précise, c'est de ça qu'on parle, pas se poignarder dans le dos entre collègues. Ceci étant précisé, Maintenant, continuons. donc nous avons 3 éléments. Mais j'ai l'impression aussi que la question de l'éthique, elle est devenue tellement, disons, abstraite dans le domaine professionnel au Niger que tu as tellement de définitions qui rendent difficile notre standardisation justement dans nos métiers corollaires. C'est-à-dire le même marketeur dans une société X n'aura pas le même comportement qu'un marketeur dans une autre société parce que la notion de l'éthique est devenue assez... Comment je vais dire, subjective. Enfin, elle a tendance à être à avoir une connotation subjective au Niger parce que, je sais pas c'est pourquoi. Est-ce que c'est dû au fait que... plus en fait au domaine d'exercice, moi je dirais. Non, c'est pas forcément, moi je ne dirais pas seulement le domaine de l'exercice, mais tu vois le genre où, comment il s'appelle? On va te dire, les techniciens en BTP par exemple, ils vont avoir un standard d'éthique parce que ces techniques-là travaillent, c'est calculé. Ce qui fait que, quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu vas être, étant donné que le travail que tu dois rendre est le même, donc les étapes sont les mêmes. Mais tu constates qu'au Niger, c'est plutôt à la tête de l'entreprise et à la tête du client que l'éthique s'adapte. Parce que tu as des entreprises qui vont être tellement plus regardantes, qui vont mettre l'accent sur l'éthique pour leurs employés, et d'autres qui vont banaliser la chose. L'essentiel, c'est que tu me fasses le travail. L'important pour eux, c'est que tu aies le savoir-faire et non plutôt l'éthique. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir cette impression au Niger. Faudrait nous en dire plus. Je dirais que tout dépend aussi des entreprises et des règles définies de la base. Voilà. C'est-à-dire chaque structure a une organisation interne. Oui. Et aussi le top management a un rôle à jouer. Parce que la base est définie par le top management. Ce qui fait que quand cette base n'est pas dès le départ définie, c'est bien normal qu'il y ait des défaillances. Parce qu'un employé doit avoir vraiment ce qu'on appelle la fiche de poste précise de ce qu'il doit rendre. Et si cela n'est pas fait, donc c'est normal qu'on se rende compte que ici au Niger, il y a dans certaines structures cette défaillance-là. Je résumerai cela à 2 points, c'est-à-dire la règle de base et aussi le management. Je suis très d'accord. Il faut que les employés sachent quelle est la mission de la structure, quelle est la vision de la structure, quelles sont les règles de conduite de la structure pour savoir justement comment les adopter. Donc, pour maintenant tomber dans l'élément que vous considérez être clé, avant de répondre à la question, tu vas peut-être nous dire, est-ce que tu sens une différence réelle entre le niveau de professionnalisme auquel tu as accès au Niger par rapport à nos normes internationales, enfin par rapport aux autres structures internationales? Je veux que tu prennes l'aspect bancaire, sociétal, une structure vraiment très structurée, et le côté entrepreneur quand toi-même tu peux avoir besoin d'embaucher. Donc, comment tu perçois le niveau de professionnalisme au Niger par rapport aux standards internationaux? Bon, je ne dirais pas que c'est mal, comme je ne dirais pas que c'est bien.
il faut toujours revenir sur cet aspect culturel et social. Par exemple, je travaille avec quelques sociétés internationales. C'est le cas de Mona qui est en France, le cas de Delta. Vous allez voir quand il s'agit d'envoyer une proposition commerciale, un mail, tout est cadré, précis et simple. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez voir au Niger, ce n'est pas le cas. Tu demandes à un partenaire de te faire un retour par rapport à une offre commerciale, par rapport à un sujet permettant de déterminer ce qu'il faut lui faire. Il va prendre 48 heures. Juste une simple question, un mail pour me répondre afin que je puisse te faire un retour. Le pire que tu vois, le mail est jeudi. Oui, Et ils sont automatiquement au week-end. Oui. Jeudi, ça va encore. Imagine, tu l'envoies vendredi. Non, là, c'est mort. C'est vrai que je dis jeudi. Parce que vendredi, c'est mort. Donc, ça va C'est tellement aller mort. dans au minimum 72 heures. Ouais, Est-ce que vous voyez? Alors que dans le monde du business, au niveau Faut être très international, réactif. C'est du time temps is money, trop comme on exact. dit. Très réactif. Le temps, c'est... Il faut aller du tic au tac. C'est une denrée C'est très précieuse. millimétré. C'est... Exactement. Ouais. Tu pars aujourd'hui à une foire, à un événement international, tu te présentes en 1 minute de retard, mais ton rendez-vous est déjà décalé, il est Ouais. reporté. Ouais. Et ça c'est une perte. Et ce que les gens ne savent pas, en fait, ça donne déjà une idée à ton récepteur de tes valeurs. Faut qu'on se le dise. Oui. Tu sais pas quelle image tu vends, mais en soi, c'est péjoratif. Il y a plusieurs cas qualifications qui vont découler de ce simple retard. Exactement. Maintenant, Ouais. à t'écouter, Fodé, moi, je suis tentée de demander le terme professionnel, en fait, s'il est normé ou si c'est juste, en fait, une appropriation culturelle. Parce qu'à t'entendre, mais est-ce qu'il y a des standards de professionnalisme qu'on C'est a vrai, j'ai dit ça définis beaucoup pour ici. dire le professionnalisme se renferme dans cette case, ou c'est juste culturel, comme tu le dis? Parce que pour qu'il y ait vraiment comparaison de niveau dans quelque chose, il faut qu'il y ait une base de comparaison. Maintenant, à votre avis, moi j'aimerais bien que vous m'élucidez sur cette question de professionnalisme. Est-ce standardisé d'un point de vue international ou propre à toute culture? Pour le cas du Niger, c'est vraiment quelque chose qu'il faut revoir. C'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table et discuter. Et ça diffère aussi des différents secteurs. Exactement. Des différents secteurs. Quand vous prenez le secteur de la banque, Oui. vraiment l'exigence est d'un niveau très élevé. Mais reste à savoir aussi nos clients comment ils perçoivent cela. Est-ce que on répond réellement au même standard que le standard international? Est-ce que vous voyez? Mais toujours est-il dit que cette question de culture et de logiciel nigérien, Le logiciel il a nigérien. toujours un impact sur le professionnalisme. Moi j'appelle ça le nigérianisme ancré dans notre ADN. Aya. Le professionnalisme est vraiment simple, hein, c'est comme la définition l'a dit. Ouais. C'est l'ensemble des compétences, de savoir-faire, de savoir-être pour pouvoir répondre à une question bien déterminée. C'est tellement clair en fait, parce que ici, il faudrait qu'on comprenne tous qu'il n'y a pas un sens du professionnalisme au terme nigérien et un sens du professionnalisme au terme intellectuel. Il y a une définition qui est donnée du professionnalisme qui est là. Maintenant, il n'en tient qu'à nous en fait de se l'approprier comme on l'entend. Et c'est là que la culture du Nigérien entre en compte. Tu as évoqué vraiment un domaine. Je me permets de parler pour avoir eu des bases de comparaison, comme je l'ai dit. Tu as parlé du secteur bancaire. Le niveau de professionnalisme dans le secteur bancaire, en fait, il est connu de tous. Mais cette culture du nigérianisme fait que dans le même secteur, dans le même pays, le niveau de professionnalisme diffère. Dites-moi si je me trompe, parce que moi, je l'ai vécu. Exactement, le niveau de professionnalisme diffère d'une institution à une autre. En réalité, les banques n'ont pas de soucis.
Ouais. Les banques ont des exigences, ont des règles et ont des procédures déjà prédéfinies dans toutes les structures. Mais qui est censé appliquer, mettre ça en œuvre? C'est nous, les employés. Donc le problème vient de nous, les employés, et vient de nos habitudes. De la manière dont on applique ce qui est défini. On applique ce qui est défini. Mais en quelque sorte, nos banques, vraiment, ils répondent à certaines normes internationales. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais de façon pratique, nous, les employés, nous, les agents, comment nous répondons à nos clients, comment nous recevons à nos clients, comment nous agissons vis-à-vis de nos clients. Est-ce que vous voyez cela? Cela dépend effectivement des structures, dépend aussi du client, dépend aussi de qui. Est-ce que vous connaissez dans la structure ou bien qui vous a envoyé? Tout ça, c'est des choses qu'il faut dire dans le contexte. En tout cas, moi, j'ai envie depuis tout à l'heure avec la question du est-ce qu'il y a des normes standardisées. Moi, j'ai envie de dire, de mettre l'accent sur justement le poids des grosses structures qui, eux, donnent le temps justement du standard. Exemple, on prend le domaine bancaire, on prend le domaine organismes internationaux, on prend le domaine de l'humanitaire. On sait que ce sont des domaines vastes, vraiment très vastes, qui ont de l'expérience en termes d'années de vie. Donc, qui ont vu en leur sein passer tellement de cultures différentes, tellement de personnes différentes, tellement de choses différentes, mais qui ont réussi à contenir tout ce beau monde dans un manuel de procédure, comme tu l'as dit, leur permettant quand même de délivrer. C'est de là que partent les standards selon moi. Parce que quand je prends une agence des Nations Unies par exemple, quelle que soit l'agence, je prends par exemple au hasard UNICEF. UNICEF dans absolument toutes les parties du monde où elle se trouve va enseigner exactement la même chose. Or, la culture est différente dans tous ces domaines-là. Mais elle a voulu trouver un juste milieu où tout le monde peut se retrouver, où tout le monde peut mettre de côté sa culture, justement, son ADN, personnel, pour se conformer au canevas prédéfini. Et c'est pareil pour la banque. Exemple, je prends un autre exemple sans faire de publicité. Je vais prendre BOA. BOA, dans tous les BOA de l'Afrique, je suis sûre ils ont essayé d'avoir des standards pour certaines procédures. Ce qui fait que dans tous les pays, tu vas voir, pour avoir un tel résultat, je dois faire A, B, C, D. Fin. Maintenant, comme vous le dites, c'est quand je viens dans la personne qui est en face de moi. Est-ce que ce que j'ai comme standard, ce que ma boîte a comme standard, est-ce que moi je le mets en pratique? Parce que moi, dans une banque de la place dont je vais éviter de dire le nom, c'est préférable. Il y a un agent à qui j'ai dit arrête de me parler. Je ne sais pas à quel moment j'ai ressorti ça, j'ai dit arrête de me parler. Et puis j'ai dit j'aime pas ta manière de me parler. Donc ce qui fait que tout ce que tu es en train de me dire, tout ce que tu es en train de m'expliquer, tu butes. C'est contre-productif. Je n'entends rien parce que toi, je n'aime pas la manière dont tu me parles. Et à la seconde, un autre agent est venu et sa manière de parler m'a convenu. Et ça, je suis sûre que ce sont des choses qui s'enseignent. Ce qui me permet de glisser. Est-ce que le manque de professionnalisme ou bien le manque d'adaptation personnelle, le fait que individuellement les travailleurs, les employés dans une boîte ne se conforment pas à un certain niveau d'exigence professionnelle, est-ce que ça peut avoir un coût? Ou est-ce qu'une société qui n'a pas de standard international, ça a des coûts pour elle? Ah oui, exactement. Oh. Exactement, beaucoup. Quand vous prenez le cas
dans une structure bancaire un client qui vient, qu'il est mal reçu, mal conseillé et qu'il part frustré. Qu'est-ce qu'il va dire dehors à ses amis, ses connaissances et ses partenaires? Question. Le monde dans lequel j'évolue, on a une expression pour ça, le risque réputationnel. Ouais. Le risque réputationnel. Est-ce que vous voyez comment ça expose cette institution? Ouais. Parce que normalement, comme tu as eu à l'exprimer, dans bien des structures, toutes ces procédures-là ont été déjà définies. Mais ça se pourrait qu'un jour, un agent engage sa propre personne pour agir différemment et ça frustre le client là. Ouais. Qui ne va pas chercher à comprendre en fait. Oui, le Il va client pas là faire va le partir. distinguo entre Oui, sa personne ou la structure dans Ou la laquelle il structure. évolue. Ouais. C'est comme oui. ça. Le client là, quand il part, C'est il un va manque à gagner. raconter à tous ses connaissances. Et ça, c'est une mauvaise publicité. Il faut Ouais. savoir qu'en Afrique, ça marche Oui. tellement bien le bouche à oreille. Le bouche à oreille, effectivement. Et ça va faire en sorte que beaucoup de gens ne vont pas aller vers cette institution juste à travers cette information qu'ils ont eue. Rien Ou que bien ta ils famille auront, que tu ne vas plus envoyer là-bas. oui, ils auront des doutes. Ce qui fait que c'est Personnellement- une perte. C'est une perte pour cette institution. Personnellement, j'en ai tellement fait de mauvaise publicité à des banques dans ce pays que moi-même, j'en pouvais plus. Toi-même, je t'ai peint en fait vraiment une banque de la place. J'ai dit no way, n'y va pas là-bas, no way. Pour que les gens comprennent vraiment que pour une structure en fait, cet écart entre professionnalisme, c'est un manque à gagner pour la structure. Un Parce que sérieux manque à gagner. oui, la réputation, en fait, ça vaut de l'or. Que ce soit pour ta personne ou pour une structure, on ne va pas rentrer dans la définition d'entreprise, personne morale, machin. Mais dès qu'il n'y a personne dans le sens de la chose, il faut savoir que la réputation compte. Je vous ai écouté. Fodé, en tant que professionnel qui évolue dans le domaine de la banque et à ton propre compte, en fait, comment tu as perçu ce professionnalisme? Amine, est-ce quelque chose qu'on apprend à l'école ou c'est quelque chose qu'on découvre en fonction du domaine dans lequel on est tombé? Là, sur le terrain, Oui. Bon, je dirais que du point de vue théorique, on a quelques définitions, quelques informations de base. Mais il faut savoir que là, le terrain joue un rôle très important. On découvre, on apprend sur le tas, comme on dit. Ouais. On apprend vraiment sur le terrain. Et le professionnalisme en tant que tel, c'est l'ensemble des expériences que nous acquérons sur le terrain en fonction des différentes situations, des différents clients que nous abordons. Et la théorie uniquement qu'on apprend à l'école ça ne va nous jamais permet pas suffire. vraiment de répondre à ce standard international. Ce qui fait que quand vous prenez le secteur de la banque, malgré tout ce qu'on a appris en termes de théorie financière et tout, comptabilité et tout, mais c'est quand tu viens dans la banque, tu vas apprendre un logiciel propre pour la banque. Ouais, Et chaque institution a son logiciel différent. Donc comment il faut d'abord accueillir les clients, les informations qu'il faut prendre chez ce client-là, comment les remplir dans la base de données pour répondre à certaines exigences. Tout ça, ça s'apprend sur le terrain. Et c'est au fur et à mesure de cette pratique-là qu'on acquiert cette expérience et qu'on développe ce côté professionnalisme. Et il faut qu'il y ait vraiment un engagement personnel pour pouvoir atteindre ce standard international. Parce que de façon théorique, apprendre les leçons et tout ça ne permet pas vraiment de répondre à ces exigences. Tout à fait. Oh, je suis tellement d'accord avec toi parce que moi, depuis là, quand vous dites ça, ça me fait penser au secteur de la restauration et de l'hôtellerie, par exemple, où ce risque réputationnel est justement encore plus exposé. Parce que là-bas, c'est tellement jugé justement sur le ressenti client. Encore que dans une banque, je peux faire fi de mon ressenti actuellement parce que je vais regarder d'autres éléments d'appréciation de la structure. Mais dans la restauration et l'hôtellerie, l'accueil, le confort créé pour le client, mais c'est un élément mais indiscutable. Or, quand je me limite à mes camarades du Niger, il y a tellement à redire sur le manque
de professionnalisme criard que des prestataires ont dans cette structure. Tu as le serveur, rien que, encore que tu vois des efforts qui sont faits maintenant pour standardiser le code vestimentaire. Mais dans la manière de parler à un client, tu es tout de suite refroidi. Une familiarité qui se crée, mais tu ne sais pas ça a quitté où. Pour que, je sais pas, la personne là, vous n'avez jamais vu la personne se permettre de te parler comme si tu étais sa petite soeur du quartier. Ça, par contre, je n'ai pas compris. Et c'est pas comme si il n'y avait pas des éléments permettant d'éviter ces erreurs. C'est pour ça que je dis, comme je l'ai dit au début, ça va aussi à la tête de la société. Il y a des sociétés qui savent que c'est tellement important cet élément-là avant de t'envoyer sur le terrain, avant de t'envoyer au contact avec le client. Mais tu passes des mois dans les coulisses, tu passes des mois en train d'intégrer le réflexe comportemental, en train d'apprendre comment gérer 10 000 situations possibles. On te fait une formation musclée pour que dans cette formation, tu adhères aussi la patience, que tu aies la capacité d'absorption. Parce que les clients en face, c'est toi, tu dois être tu dois être standard. Le client en face, il peut être en haut, en bas. Tu peux avoir un client magnifique, super doux. Tu peux avoir un client grincheux. Tu peux avoir mais toi, tu dois avoir la capacité d'absorption. Et c'est justement dans ce genre de choses que moi, je sens le coût de la perte parce que ce que tu n'as pas investi dans la formation de ton personnel, tu le perds à maintenir tes clients. Tu sais, c'est ma question sur le où on apprend le professionnalisme n'était pas anodine en fait. Parce que c'est comme tu l'as dit, à bien des égards dans différents secteurs en fait, on s'est tous posé cette question, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce qu'elle connaît même en fait son boulot? Elle a pris l'exemple du secteur de la restauration. Moi, je suis arrivée elle a pris le côté familier que je pourrais interpréter, c'est que mon humble avis, sur la base de la culture, comme l'a dit Fodé, c'est une question de culture. Le Nigérien, on a tendance à essayer de facilement familiariser. Alors qu'on doit savoir que ce n'est pas dans tous les domaines que ça doit s'appliquer. Toi, c'est ce côté familier qui t'a frustré. Moi, j'en ai vu des serveuses. Au premier contact, j'insiste. Justement, le premier contact, j'en ai vu des serveuses, je vous assure, j'étais obligée de dire, mais toi, je ne veux pas que tu me serves. Sa mine était désagréable. It's like, je me suis posé la question, celle-là, on s'est connus dehors pour qu'elle ait en fait ça. Déjà, ça n'a rien à voir avec toi peut-être. Je ne comprenais pas. Et pour lui justifier le pourquoi je ne veux pas que tu me serves, je lui ai dit, en fait, ton visage est fermé. C'est-à-dire, c'était horrible. Et il y avait des boîtes de suggestions. Moi, je m'amuse à mettre mes ressentis quand je rentre dans un endroit. Là, j'ai écrit, apprenez à vos serveurs et serveuses l'accueil du visage. C'est tout ce que j'ai dit. Peut-être ils vont réfléchir, mais jusque-là, quand je pense au visage de cette bonne dame, je suis réticente à retourner dans l'endroit là. Tu m'as rappelé. Peut-être ils se diront, de toute façon, je suis le Nigérien, parmi tant d'autres. Merci, le Nigérien, c'est pas une grosse perte. En fait, à ce niveau, moi, je dirais, il faut surtout la séparation entre la sphère privée et la sphère professionnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, la culture de solidarité collective au Niger fait en sorte que dès qu'on voit une personne, est-ce que tu vois, même si on ne le connaît pas, on a tendance à vouloir se familiariser automatiquement. Et dans le cadre professionnel, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La ligne entre le professionnel et le personnel, j'aimerais tellement qu'on en parle. C'est épuisant. Un client s'est présenté chez vous de la manière la plus courtoise, ce qui est dans notre éducation le Nigérien, de saluer la personne, la faire asseoir, lui demander la raison de son arrivée. Mais il faut se limiter strictement à ce que cette personne est venue faire et ne pas vouloir aller au-delà. C'est ce qui fait en sorte que souvent, ces liens qu'on cherche à créer ne nous permettent pas de répondre aux exigences de la personne en face. Parce qu'on s'est dit que non, cette personne a été ouverte envers nous, il a été d'où on causait tout, donc on peut se permettre certaines légèreté, effectivement. Et c'est ce qui est mal, surtout dans le domaine de la restauration. Il faut
savoir répondre strictement à ce que le client vous demande. Se limiter à son travail. Je suis serveur, la personne est venue, je l'accueille, je la fais asseoir, je lui tends le menu et je m'écarte un tout petit peu en attendant qu'il fait son choix. Et là, quand il fait appel à moi, s'il a des questions, je lui réponds de façon stricte et courtoise. Oh, excuse-moi, la partie où tu as dit on donne le menu puis tu te mets un peu de côté, ça m'a rappelé un ami, une expérience qu'il a eue dans un restaurant à côté ici là. Il dit, il parle, toi le serveur, en te donnant le menu, le serveur s'est assis sur la table et puis il le regardait, il attendait qu'il fasse sa commande. Genre lui il a dit chez elle, le serveur était assis sur la table en train de le regarder. J'ai dit waouh! Sérieux? Je te jure, j'y croyais pas qu'elle me l'a dit, c'était incroyable. La pression. Quand tu t'assois sur la table, tu regardes le client. Ça en dit vraiment. J'étais choquée. Sur notre degré on l'avait coupé. Excuse-moi, fallait que je la place cette histoire. Continue. Après, tu continues, s'il te plaît, Zélia. Et au fait, il faut qu'on arrive à mettre cette barrière, qu'on arrive à rester dans le cadre. Parce que au Niger, on a l'impression que les jeunes ne veulent pas évoluer. Ne veulent pas remonter les échelles au fait. C'est-à-dire quand tu as un niveau, tu es venu trouver quelque chose qui se fait de cette manière, même si c'est la mauvaise manière, tu ne cherches pas à apporter cette amélioration. Et tu cherches toujours à ce que les choses se fassent comme on a défini, c'est comme ça, même s'il y a un bug ou s'il y a une mauvaise prestation, ça reste comme ça. Mais on ne peut pas évoluer. Jamais. Le fait d'apporter sa petite touche, le fait d'apporter des propositions, ça va dans le cadre de l'amélioration continue. Et pour pouvoir acquérir ce professionnalisme, il faut cette formation continue. Il faut cette perpétuelle mise en question de ce qu'on fait de façon pratique pour que ça puisse évoluer. Est-ce que ça répond toujours aux normes internationales? Est-ce que telle personne qui a apprécié, est-ce que demain, une autre personne va apprécier cela? Est-ce que j'arrive à quantifier mon faire revenu? En sorte que toutes ces expériences-là, on les met dans un seul cadre pour pouvoir faire évoluer et faire grandir capitaliser les choses, les acquis. Capitaliser exactement les acquis pour pouvoir améliorer nos prestations, que ce soit dans le secteur financier, que ce soit dans le secteur de restauration. Parce que ce qui est important, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. C'est, ça doit être en 2015, j'étais tout nouvellement engagé et j'étais tombé malade. Il me faut la prise en charge, c'est-à-dire il me faut l'assurance. Donc mon carnet d'assurance n'est pas sorti. Je suis parti le chercher. Je me suis présenté à la dame, je lui ai donné mon badge, elle a vérifié. Elle dit que non, ça y est pas là. Et que le monsieur qui est censé récupérer, le coursier, a pris ça. Honnêtement, ce jour-là, j'étais dépassé parce que la dame a pris juste quelques papiers, elle a regardé comme ça, elle me dit que c'est pas là. Et c'était devant moi. Ok. Et je suis
sorti, j'ai appelé le monsieur qui est censé récupérer. Il m'a dit qu'il n'a pas récupéré, il n'était pas venu. Ah, Parce que je me pose la question, comment je vais me faire soigner? Parce que même les 20% que je devrais payer, je n'en ai pas dans ma poche. Ouais. ah. Même si j'ai le carnet, il me faut chercher les 20%. Ouais. Et cette bonne dame me dit que non, le carnet n'est pas là. Comment je vais aller me soigner? Effort de recherche. Je suis revenu, j'ai dit à la dame, s'il vous plaît madame, c'est vraiment urgent et j'en ai besoin. Pouvez-vous revérifier? Ouais. Là, elle s'est assise, elle a pris le temps Wow. de regarder. Et le carnet était là? Et 3-4 niveaux, elle a trouvé le carnet. Et elle ne savait pas comment me regarder. Elle m'a remis le carnet, je suis parti. Mais moi, la question qui tourne dans ma tête, c'est que j'aurais pu mourir Ouais. ce jour-là par manque, Négligence. par négligence de Par cette manque dame. de volonté, alors que le poste où elle est censée. C'est là qu'intervient l'éthique. Exactement. Et depuis ce jour-là, je me suis Et la dit, responsabilité. dans mon cas, dans mon domaine, quand un client se présente chez moi, la moindre des choses, Ouais. c'est de prendre le l'écouter, temps. Merci. de vérifier Ouais. s'il y a possibilité de l'assister, l'aider et de le faire. L'obligation de moyens. Merci. Parce Je que dois faire tout ce que je peux avec les moyens que j'ai. parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a mené cette personne. Voilà, dans quoi elle est. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre actuellement. Et vraiment, ça a fait un effet sur moi et heureusement, ça s'est très bien passé, ça s'est bien terminé et j'ai fait de ça vraiment une résolution pour moi. Exact. Tant qu'un client se présente, il faut prendre le temps de l'écouter. Toi, tu sauras comment te tenir Oui. si ce genre de cas se présente à toi. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme toi, Fodé. Nous, on en voit tellement Tout le de monde n'a cas. pas ce réflexe-là. On en voit tellement de cas, que ce soit dans l'administration publique, privée et même dans des secteurs où en fait la vie des gens est en jeu. Tu as évoqué l'éthique. Moi, je me rappelle dans mon parcours de master, c'était tout un module qu'on nous a enseigné, l'éthique du magistrat. Et je vous assure, on a eu 40 heures sur ce module. Et à la fin, la seule chose que l'enseignant qui était en tant un magistrat nous a dit, je vous assure, sur le terrain, vous allez avoir l'impression que le magistrat ne sait rien de l'éthique parce que ce que je vous dis et ce qui se fait sur le terrain, c'est aux antipodes. Il dit à vous de méditer sur quel genre de magistrat vous voulez être. Et je te rejoins quand tu dis honnêtement, c'est le terrain qui commande et tout et tout. Il nous a donné un cas, heureusement que ce n'est même pas dans ce pays, il ne faut pas les magistrats vont se sentir frustrés, je n'ai pas étudié mon droit ici. Mais sans compter que tu n'avais dit de méchant en plus. Non, pour l'exemple que je veux donner. Ah, ok. Une des qualités du magistrat, et dans l'éthique, quand on définit le magistrat, ça englobe en fait tous les professionnels du corps juridique et judiciaire, que ce soit avocat, notaire, etc. Et le pays dans lequel j'ai fait mon master en ce temps, c'était un pays vraiment où l'islam n'est pas high, c'est des chrétiens et voilà. Il dit, on vous apprend, il y avait un passage dans le cours qui dit, le bon magistrat est celui-là qui ne boit pas en public. Moi pour moi, il dit, mais j'en ai tellement vu des gens les vendredis qui me disent c'est after work. Il dit en plus de boire, il va faire ça à une jeune dame qui, si tu regardes son âge, est mineure. Mais on était choqués. Imagine, c'est le magistrat. Mr. Magistrat. Yeah. Ok. Pour vous dire Il que va donc nous donner les leçons. Merci. Merci. C'est pour en revenir à ce que Fodé l'a dit. En fait, il n'en tient qu'à nous, en fonction de nos propres principes et convictions personnelles, de savoir comment capitaliser tous les acquis que nous recevons. Ce n'est pas tout acquis qui est bien en soi, mais c'est le comment on exploite en fait cet acquis qui détermine mon domaine. Voilà, vraiment le chemin que nous voulons prendre. C'est frustrant, c'est frustrant. Moi, je suis tentée d'aller un peu au-delà pour te demander au-delà, ou disons abstraction faite de ton monde de banquier où le professionnalisme est de mise et de normes, etc. Comment toi, en tant que chef d'entreprise, en fait, tu appréhendes ce niveau de professionnalisme? Toi, en tant que Fodé, chef d'entreprise qui tient sa propre boîte, qui dans un domaine, je précise, demande aussi du professionnalisme, le domaine du café. Comment tu as appelé ça, le code du visage? Le code du visage, tu as appelé ça? Tu appelles, avec l'expérience de la serveuse là dans le restaurant, tu n'as pas mis son... L'accueil du visage. Tu es dans un domaine en tant que chef d'entreprise où tu as vraiment besoin de ça. Ce niveau de professionnalisme. Parce que là, ce n'est plus Fodé qui doit, parce qu'il est dans la banque,
mais ce Fodé qui tient sa propre boîte, donc qui a sa propre marque de professionnalisme. Comment tu véhicules ça dans ton monde d'entrepreneur? Excuse-moi, pour pouvoir combiner une autre question dedans, Oui. est-ce que ça pourrait te permettre, cette question, de faire une petite analyse de nos jeunes professionnels en recherche d'emploi? Ouais. Est-ce que quand ils se présentent à toi, est-ce que quand tu as besoin d'une assistance, d'une main-d'œuvre, est-ce que tu es bien servi dans la panoplie de jeunes disponibles D'offres que tu... pour ce côté professionnel-là? Et bon, d'abord, je veux répondre à ta question. D'accord. Ensuite, parce que pour toi, c'est beaucoup plus dans le cadre des jeunes qu'on rencontre sur le terrain, Le sur marché le stage. professionnel, ouais. On a deux types de personnes. Oh, Il y en a des jeunes, honnêtement, qui viennent, qui sont sérieux, engagés, bien éduqués, qui veulent apprendre. il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Où tu es obligé toi-même de les accompagner, de les aider, de leur partager tes connaissances. Parce que ils ont montré la volonté d'apprendre, le respect, la courtoisie, tout le nécessaire est là. Et c'est des jeunes qui n'ont rien demandé, juste à faire le travail. Ils sont prêts à te demander de leur donner ce que tu fais. Au quotidien, toi, tu t'assois, ils vont le faire. Ils n'ont pas de soucis, ils sont déterminés. Ouais. Mais il y a la deuxième catégorie, Oh, les, disons, fils à papa, qui sont Ok. venus par mon père Extrapolation. et X et Y. Tu envoies un enfant, tu lui donnes un document, tu lui dis va à tel service, j'ai besoin que tu présentes ça à telle personne pour qu'il me fasse un retour. L'enfant te dit ok, j'arrive. Ou bien elle te dit attends, je finis. Ça, elle n'est en train de rien faire, elle est juste sur son téléphone en train de prendre Dans faire le un monde message. professionnel, Ça fait très Gen Oui. Z, c'est la Gen Z. Ça fait un Et petit comportement ça, de Gen Z. on le rencontre Ouais. vraiment dans le bac. Et je suis désolé de le dire. Les jeunes qu'on rencontre actuellement, surtout ceux, soi-disant, partis à l'extérieur pour étudier, quand ils reviennent, le comportement laisse à désirer, l'éducation Ah ouais. reste à désirer. Moi, personnellement, j'agis en fonction de qui tu es. Ok. Tu es venu apprendre. Le minimum à faire si tu as cette volonté, la première journée, on va se présenter, on va faire connaissance, toutes ces questions de base pour comprendre. Mais tu veux apprendre dès demain, je te mets sur la machine. Moi, j'ai appris parce que j'étais directement dans la pratique sur la machine. C'est ce qui m'a permis de maîtriser. C'est paradoxal, je ne veux pas te couper, Fodé, Oui. mais il faut que ça sorte. Ta méthode me fait rigoler parce que du temps où le cabinet était ouvert, je me rappelle la première stagiaire que j'ai accueillie, en ce temps on ne se connaissait pas, Nabila. Je l'ai jugée sur la base de son CV. C'est une première apprenante, c'est-à-dire elle n'avait vraiment pas de skills. Moi, c'est le genre qui me plaise. Je sais que tu as zéro background en expérience professionnelle, du coup je me dis, c'est un diamant brut. La petite, elle est venue, elle a commencé un mardi. On a fait de 9h à 17h. Elle s'est juste présentée, elle s'est assise en face de moi. J'avais pas un grand local. Le local, tu l'as trouvé comme tel. Du coup, la petite, elle s'asseyait en face de moi. On a fait 9h, 17h Fodé mardi. Same thing mercredi. Jeudi, vendredi, same thing. Elle savait pas que dans ma conception, en fait, je jaugeais son state of mind. I like do it. Je voulais en fait jauger son degré de curiosité. Je m'attendais à ce qu'elle me pose des questions sur ce que je fais au moins. Vendredi, rien. Lundi, elle vient. Je lui ai fait une petite évaluation. Je sais que ça allait être 0. L'évaluation disait en 4 jours au sein du cabinet, quelle est la nouvelle chose que tu as apprise. Mais à la fin de la journée, elle m'a donné une feuille vierge. Je dis, c'est ça le problème. Je dis, dans le monde de l'apprentissage, la moindre des choses, c'est de t'intéresser à ce que je fais. Je dis, j'ai fait exprès de te positionner devant moi. Je tape à la machine. J'ai pas mis de barrière. This bullshit of boss employé, j'ai pas mis ça pour que l'enfant se sente à l'aise. Mais elle a cessé de venir au stage. Elle a cessé de venir au stage. Je ne l'ai pas chassée. Je vous assure, d'elle-même,
Elle a cessé. Et j'ai fait 3 semaines avant de lui demander le pourquoi tu as cessé de venir. Elle dit, ce fut un échec pour moi. Je dis merci. Je dis, mais au lieu de t'enfermer sur toi, reviens et teste-moi, voir si je suis toujours à même de te tendre la perche. Je dis, mais on échoue tous, mais c'est parce qu'on échoue qu'on est appelé à se corriger. Mais tu l'as dit, les Gen Z maintenant, tu leur dis même que tu as échoué, ils vont te dire, toi, de toute façon, tu connais quoi? Au pire, ils ne voient pas l'impact sur leur propre vie, en fait, de ces choses-là. Merci. Ils n'en voient pas. Oui, effectivement, ça arrive au fait. Et c'est une chance qu'on rate. Moi, j'ai eu ce privilège, je dirais, cette énorme chance. J'étais sorti avec mes attestations de réussite. Et j'ai déposé ma demande de stage un lundi. J'ai quitté Niamey un mardi. On m'a appelé le vendredi pour venir commencer. Oh, tu n'étais pas sur place. Je n'étais pas sur place et j'ai pris le bus de dimanche pour revenir et commencer le lundi matin. Ce qui fait que après, j'ai pas chômé pendant un mois. Ouais. Depuis ma sortie, Ah, la chance. j'ai pas chômé pendant un mois. Et je connais pas le monde. Professionnel. Bon, je connais pas le chômage en tant que tel. Mmh. Depuis ma sortie de l'école, je T'as suis parti toujours eu directement du travail. sur le terrain. Ouais. Et donc le stage là, j'étais curieux. Et c'est comme ça les gens que j'ai rencontrés, ils étaient vraiment à l'aise parce que j'étais, donne-moi ça, comment je dois faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Comment je dois le faire pour t'aider. Pendant ma période de stage, pratiquement j'ai fait 10 mois de stage, je dirais que j'ai fait pratiquement 4 à 5 services. Et j'ai eu une base nécessaire qui me permet aujourd'hui vraiment de bien exploiter chaque département dans ce secteur. Ouais. Et tu vois, et c'est comme ça que je fais avec mes stagiaires. Ouais. Tu viens, tu as la volonté, tu veux apprendre. Moi, je n'ai aucun problème, je me mets de côté. Je te fais la théorie, tu vas la pratiquer directement. Ouais. Parce que le secteur financier, le secteur de la banque, ça s'apprend sur le terrain. Tout à fait. Tes théories que tu as appris, les finances, tout ça là, ça va te permettre juste, quand on t'explique quelque chose de manière pratique, tu vas comprendre ce qu'on dit et tu vas savoir comment appliquer ça. La théorie, c'est juste une base et ça s'applique à tout domaine. Et pour revenir pour ta question, ouais. Là, ça va être un point de vue personnel. Moi, pour moi, selon moi, comment j'appréhende ces niveaux, c'est lié toujours au management. Moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que gérant de Planète du Café, promoteur, je suis présent sur le terrain avec mes éléments. Et avec ses clients? Et ce qu'il faut faire, je suis là à côté de mes collaborateurs. Pas par manque de confiance, parce que je passe pratiquement toute la journée au boulot et ils gèrent très bien et j'ai des superbes remontées en ce qui concerne l'accueil, la présentation et tout. Et le service, il y a beaucoup de clients qui les produits qui maintiennent le même niveau de qualité. Le même niveau de qualité, exactement. Mais cela n'empêche pas, quand on s'assoit, moi dans mon cas, après avoir appris certaines choses ou bien de nouvelles choses, de venir remettre tout ça partager avec à table et discuter et partager et savoir qu'est-ce qu'eux ils pensent de tel sujet. Et je me dis qu'en tant que leader, en tant que manager, c'est à nous de montrer cette voie d'amélioration perpétuelle. On fait quelque chose aujourd'hui, il est bien apprécié, mais comment faire en sorte que les gens apprécient encore plus? Et c'est ce qui est important, c'est de se remettre en question régulièrement. Chercher toujours cette touche personnelle qui va faire en sorte que nous tous nous soyons heureux dans ce que nous faisons et que les clients qui viennent vers nous soient contents de nous pour qu'ils puissent être satisfaits. C'est vraiment ma manière de voir les choses. Il faut aller vers ces collaborateurs en les incitant à donner le meilleur d'eux, en les encourageant, en partageant aussi ce que nous connaissons. Parce que c'est ce qui va leur permettre aussi de voir le patron, même en tant que tel, fait ce travail de base. Que ce soit l'entretien du local, que ce soit les choses basiques. Tu n'as pas classifié en tâche ingrate, quoi. Oui, il n'y a pas question de
voilà toi ce que tu es limité à faire, voilà toi ce que tu dois faire. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour qu'on avance et qu'on évolue ensemble. Moi, c'est vraiment le type de management et la façon d'être beaucoup plus professionnel dans le domaine pour pouvoir accompagner l'évolution de chacun. Ah, parce que Je ce suis niveau, tellement d'accord. ce que tu appliques comme stratégie, ça a un avantage pour lequel peut-être on ne fait pas forcément le lien directement. Tu es en train de permettre la continuité de l'activité. Parce que tu rends tout le monde suffisamment polyvalent pour Ouais. pouvoir remplacer une main absente. Ouais. Et ça va sur tous les niveaux. Et surtout, ce que je voulais dire depuis que vous étiez en train d'intervenir, ce qui revient, c'est cette nécessité d'avoir la culture de l'étudiant. Ouais. L'éternel étudiant, c'est celui-là qui est toujours dans une posture d'humilité, Ouais. lui permettant de reconnaître ses lacunes, mais surtout de montrer sa volonté de vouloir combler ces lacunes-là. Et c'est là toute la différence. On a des gens qui vont être forcés, parce qu'il va falloir qu'on force, il faut que tu fasses 10 000 erreurs, qu'on te dise, hey frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Pour qu'ils le reconnaissent, parce que sinon, ils vont être toujours dans la posture de, non, c'est toi, tu n'as pas bien lu, c'est toi, tu n'as pas, c'est toi, tu n'as pas, ce n'est jamais ce que moi j'ai produit qui est un problème. Ils vont déjà être dans cette position de se buter et de ne pas reconnaître, je dois m'améliorer sur cet aspect. Et tant que tu ne le reconnais pas, c'est que forcément tu n'es pas en train de t'améliorer et forcément tu es en train de devenir un boulet pour tes collègues. Parce que ton travail à toi seul, tu ne le fais pas, mais tu obliges les autres à faire ton travail à toi. Donc effectivement, moi dans le monde professionnel, il est tellement important d'avoir cet esprit d'étudiant. Et un gars dont je suis super fan qui le fait à merveille, mon très cher tonton Aliko Dangote. Mon tonton Aliko Dangote, c'est mon meilleur exemple de comment ça s'appelle, d'humilité. Parce que ce monsieur, la seule chose qu'il s'est dite, je n'ai pas la capacité de tout maîtriser. Je vais alors m'entourer de gens qui ont maîtrisé ce que je ne peux pas maîtriser. And that's it. Quand je veux me lancer dans quelque chose, je reconnais mes limites et je fais appel à celui-là dont c'est le domaine et il vient m'accompagner. Et c'est ça le principe du professionnel. Tu ne peux pas, enfin du monde professionnel, tu ne peux pas tout connaître. Ouais. C'est ça c'est ce que Harry Ford disait dans le livre de Napoléon Hill, il expliquait le cerveau collectif. Ouais. En fait, il faut créer cet entourage-là de telle sorte que autour de toi, tu as toutes les compétences nécessaires pour réaliser quelque chose. Parce que si tu ne t'entoures pas des personnes qui ont cette connaissance de base, qui vont se cumuler entre elles pour pouvoir créer la chose qu'on attend. Parce qu'à nous seuls, on ne peut pas tout faire. On a beau avoir le cerveau d'Einstein, on ne va pas se suffire à soi-même. Einstein s'est spécialisé dans une seule chose, même lui. Franchement. Qui sommes-nous? Franchement. En tout cas, moi je suis tellement alignée avec ce qu'on se dit, mais alors, avec tout ça, avec toutes les remarques, je vais dire, qu'on a faites sur notre nouvelle génération d'apprenants, de jeunes professionnels, quel alors serait le conseil que tu peux leur donner pour qu'ils puissent déjà apprendre à capitaliser eux-mêmes de manière personnelle sur leur propre évolution, mais surtout à rendre leur intervention dans leur environnement agréable pour leurs collaborateurs? Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là qui vont rentrer ou qui viennent de rentrer dans la vie professionnelle? Ok, bon. Le premier point, c'est fais du temps ta signature. Oh, c'est profond. C'est facile. Franchement. C'est-à-dire la ponctualité. Ça, c'est une Prenez-en de la ne graine. prend pas beaucoup en considération. La ponctualité. Prenez-en de la graine. C'est-à-dire quand on est appelé à faire un travail ou on est appelé à être dans une structure et que on a par exemple une heure bien déterminée d'entrée, il faut être
là à l'heure. Généralement, les gens disent la règle de 10 minutes. Oh. Ça veut dire quoi? Quand je dois venir à 8 heures, je dois être là à 7h50. À soir, regarde, je l'ai appris en banque, ça. Oui. Là, tu as au moins 10 minutes pour te pavaner et être à ton poste à 8 heures. Ouais. Et ensuite, quand aujourd'hui, ton supérieur te demande un travail, il t'appelle, te soumet ce dossier-là, il dit qu'il a besoin de ça. Vendredi, jeudi. S'il a besoin de ça vendredi, Donne-lui ça jeudi, s'il donne-lui te ça plaît. jeudi. Tu lui donneras Fais le le temps nécessaire. de parcourir, voir ce qu'il y a à aménager. C'est cette Fais-le. culture qui nous manque. Excusez-moi, je suis professionnelle et je l'avoue et je le vends. D'accord, Fais-lui Célia. le nécessaire pour qu'il puisse avoir ce document à temps. Il a dit le faire temps. le nécessaire. Oui. On ne demande pas de faire au-delà de ce qu'on peut. Pas de la Oui. magie. Merci, mais on doit faire le nécessaire. D'accord, donc faites du temps ta signature. Donc le deuxième point, la pratique de la transparence proactive. C'est-à-dire, Un gros Je français. te c'est-à-dire c'est promets. oser parler. Ok. Oser parler dans quel sens? Aujourd'hui, tu as ton supérieur qui t'a donné un travail, qui t'a donné une consigne, mais tu n'as pas bien compris. Merci. Tu n'as pas bien compris cette consigne. Tu pars selon ton imagination, tu fais le travail. Merci. Et tu vas n'as non seulement perdu du ruminer, temps, ruminer, Oui. ruminer. Tu as non seulement perdu du temps, et aussi le travail n'est pas ce qu'on t'a demandé. Alors qu'il suffisait simplement de lui dire, excusez-moi, en fait, par telle chose, vous voulez dire ça ou plutôt ça. Si c'est pas ton entendement, il va te recadrer Il sur va ce te que recadrer. Le manque d'humilité, je pense que ça intervient. Ouais. Parfois, c'est par manque d'humilité ou bien c'est par envie de vouloir prouver. C'est pas... Moi, je dirais les deux. Au Niger, je dirais que c'est lié à notre culture. C'est-à-dire, On n'aime pas Pourquoi? demander. Parce Le que- Nigérien, quand il ne sait pas, il a En horreur de fait, demander. c'est pas qu'on n'aime pas demander. Souvent, on a peur de demander pour ne pas dire qu'on est incompétent. Merci. pour ne Est-ce que pas tu vois? exposer nous-mêmes nos... Nous-mêmes, Parce que pour Oui. le commun du Nigérien, demander supposerait ne pas savoir. ne pas savoir. Et aussi souvent, quand le supérieur nous dit quelque chose, on a peur de le contredire ou Oui. bien de lui poser une question Oui. qui va nous permettre de mieux comprendre. Ouais. Parce que ça fait partie de notre culture, parce que nos aînés, nos Exactement. chefs, on Exactement. n'ose pas les contredire. Ouais. Et c'est là on doit sortir, oui, on doit sortir de ce cadre. C'est ce qui développe cette culture de suivisme qu'on a. Hein. Oui, on doit sortir de ce cadre. On est dans un monde professionnel. On t'a donné un travail, on t'a posé des questions, on t'a soumis quelque chose, tu n'as pas bien compris. Reviens vers la personne et demande. Et c'est ça vraiment la pratique de la transparence proactive. Et ce qu'on prend à la légère, c'est même le fait de... Parfois, tu parais même plus intelligent en posant des questions qu'en essayant de donner des réponses. Ouais. On a tendance à négliger cette capacité-là. D'accord, donc ça nous fait deux Donc, éléments. le troisième point, il devient un apporteur de solutions. C'est-à-dire, brise la passivité. Merci. C'est-à-dire, quand tu es en face d'un problème que tu as rencontré au cours de ton activité, il faut soulever ce problème. Pourquoi? Parce que le fait de fermer les yeux peut créer d'autres problèmes. Mais quand tu soulèves ce problème, viens avec des solutions concrètes. Merci. J'ai Merci. constaté telle chose par rapport Voilà à telle ce que je pratique préconise. et voilà moi ce que je préconise de faire. Ouais. Et je reviens toujours sur mon expérience. J'ai eu un cas. J'étais en train d'assurer l'intérim dans une agence. Et il y a un monsieur qui est venu. Il avait eu le salaire. Le monsieur avait signé sur son spécimen de signature correctement, qui est enregistré dans la base de données. Mais le monsieur est tombé malade. Il avait été paralysé, je crois. Il ne pouvait plus signer. Il ne pouvait plus signer. La procédure dit quoi? Il faut qu'il signe obligatoirement et qu'on vérifie Ouais. pour qu'on puisse le payer. Ou bien il fait une demande de changement de signature. Et la procédure n'est pas simple. S'il fait une demande de changement de signature, comment authentifier que cette demande a été faite par lui? C'est sa signature toujours. Ouais. Le monsieur est là présent, il est malade. Comment il faut faire? Il faut lui trouver une solution pour son argent. On connaît déjà le problème. Automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Miakicha, j'ai dit au monsieur, fais la demande.
Il a fait sa demande, j'ai dit de signer. Il a signé, c'est vrai que ce n'est pas correct, mais j'ai mis ton empreinte. Ton empreinte, merci. Il a mis son empreinte sur la demande et j'ai pris de nouveaux spécimens de signature. Il a fait son empreinte. C'est fini. Et ça fait de cela combien? Pratiquement 7 ans. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur C'est sur continue son de empreinte. toujours d'utiliser son chèque avec son empreinte. Et c'est fini. Ouais, le Parce que certains pragmatisme. problèmes, oui, il faut être pragmatique. Certains problèmes n'attendent pas. Le Exactement. business au niveau tourne. Tu ne Ouais. dois pas faire Ouais. attendre le client ou bien tu ne dois pas faire attendre le process parce que tu as un blocage. Quand tu soulèves ce blocage-là, viens avec des propositions vers tes supérieurs. Ouais. Ça, moi, Exactement. je On a suis tendance d'accord. à dire, nous en tout cas dans nos réunions, dans nos rencontres, quand on expose un problème et que les soi-disant experts voudraient parler, j'ai un manager et je le respecte tellement pour ça. Il dit, écoutez, si c'est pour revenir encore sur le problème sous un angle différent, taisez-vous, on a besoin de solutions. Ça, c'est ruminer en fait. Honnêtement. C'est ruminer là qui est le problème. Non, Ok. vraiment. Donc, effectivement, moi-même, je suis très d'accord. Tu ne peux pas soulever un problème pour lequel tu n'as pas déjà au minimum une solution, sinon de Une préférence piste de solution. trois pistes de solutions que tu peux proposer. Très d'accord. Ensuite, Ok, il y a la maîtrise de l'art de l'écrit professionnel. C'est-à-dire dans le contexte professionnel, dans le contexte des activités de travail dans une structure, il faut avoir cette base. C'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école. Ouais. Et ce fut mon cas. J'ai quitté l'école sans pour autant savoir ce que ça veut dire envoyer un mail, ce que c'est un Ouais. mail. malheureusement, Est-ce que Ouais, vous voyez? ouais. Bon, effectivement, aujourd'hui aussi, avec l'évolution de la technologie, il y a tous les jeunes ont leur smartphone, ils ont leur Et email. merci Les ChatGPT Oui. qui rédige un mail mail, et qui c'est te ça. définit même l'objet. L'écrit professionnel, ce n'est rien d'autre. L'objet, le contenu. C'est fini. Et les salutations, s'il vous plaît. Oui, les salutations, là, c'est juste bonjour, chers tous. J'espère que ce mail vous trouve en bonne santé. Tan, Tout tan, ça, tan, on n'en tan, a pas tan. besoin de ça dans le domaine Cordialement. professionnel. On n'a pas besoin de ça. Cordialement. C'est un peu le Si système. c'est directeur, bonjour, monsieur le directeur. Tu exposes les faits directement. Déjà, tu as souligné ton objet là-dessus. Ouais. Pour tel cas, vous m'avez demandé, voilà, et c'est tout. Ouais. Et les salutations. Ouais. C'est tout. Il ne faut pas rentrer dans comment vous allez et votre famille, vos enfants, Oh, tout ça. On we n'a don't pas care. ce temps. Le salam alek nigérien. Oui, donc, et les deux Tu vas jours. demander tout le monde avant de poser Et la les question qui t'a 2 amené. jours. Et les 2 jours. Effectivement. Donc ça fait partie vraiment de notre culture au Niger. Et c'est vraiment ces 4 points-là, je dirais, si vraiment on a un jeune aujourd'hui, il faut qu'il se concentre sur ses objectifs. Quand tu rentres dans une boîte, d'abord, quelles sont les procédures à respecter? Renseigne-toi. Il faut bien se renseigner pour apprendre et surtout observer. Observer ce que les gens font. Et c'est là où la tricherie est importante, c'est dans le cadre professionnel. Oh oui. C'est là que c'est intéressant. Oui, il faut effectivement. savoir jeter un coup d'œil sur ce que la personne fait pour apprendre. Merci. Parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui a l'amour de partager. Oh oh. Ça, ouais. Oh. Quand tu rencontres des gens Oh, comme des- ça, il faut savoir. Tu il touches faut une savoir, réalité dont oui. on ferait mieux de Non, fermer c'est- au risque de c'est déborder vrai, dans le temps. C'est vrai. Il faut savoir aussi jeter un coup d'œil pour apprendre. Il faut savoir poser les questions, Faut pas être attendre qu'on curieux. ait toutes Oui, les il faut versions, pas. en fait. Oui, Ouais, ce n'est ouais. pas possible. En tout cas, donc, si je rappelle, les conseils qu'on donne aux, comment ça s'appelle, À aux un jeunes jeune. professionnels ou aux futurs jeunes professionnels, en premier, le fait de votre temps, votre signature, faire du temps, votre signature. Soyez toujours ponctuel. Si vous ne pouvez pas être à l'avance, ne soyez pas au moins en retard. Ensuite, ayez la culture de la transparence proactive, c'est-à-dire savoir poser les Poser les bonnes questions. questions quand vous n'êtes pas sûr, quand vous n'avez pas de visibilité ou de clarté. Ensuite, soyez des apporteurs de solutions. Ne soyez pas seulement celui qui le produit. Mais ça là, c'est pas bon. Mais ça là, ça n'a pas marché. Mais ça là, c'est pas. Ne soyez pas le gars négatif. Soyez celui qui, au-delà d'observer, détecter le problème, proposer aussi quelque chose, proposer une petite sortie. Et enfin, il faut accepter qu'il y a un vocabulaire, un lexique appliqué dans la vie professionnelle avec laquelle vous devez vous accoutumer, que ce soit de manière
écrit, surtout écrit qui laisse des traces, parce que c'est pour ça aussi que beaucoup de structures veulent standardiser le mode de communication entre services, parce qu'il faut laisser des traces. Il faut apprendre à connaître le lexique applicable à votre domaine professionnel et à l'écrit et à, et à l'oral. Donc moi j'ai l'impression que l'essentiel a été partagé ici, parce que tout ce qui va suivre, tout ce qui peut suivre peut se greffer à ces 4 éléments, je trouve. Tout ce que tu vas acquérir comme expertise dans ton savoir-être professionnel peut se greffer à l'exercice d'application de ces différents éléments. Et pour ça, je pense que Fodé a suffisamment fait le tour. Et nous remercions Fodé pour ce partage. Je vais réfléchir sur ton mot de fin, le temps que Zélia fasse dise aussi comment elle va conclure ce thème. La seule chose que j'ai à dire, moi, c'est pour vraiment cultiver la valeur du professionnalisme, on doit éviter de ramener nos problèmes personnels sur notre lieu de travail. Moi, j'insiste sur ça. Et il faut comprendre aussi que dans la culture professionnelle, ma mère me l'a sorti récemment, tu dois savoir que sur le lieu du travail, on n'a pas d'amis. Et je suis en train de cogiter sur ça parce qu'on se fait avoir sur ce petit truc de penser que, alors que le cadre étant bien défini, le professionnel c'est le professionnel. N'empêche, on peut être cordiaux, mais les amitiés se font à l'afterwork. Si vous voulez qu'on soit potes, je suis prête à vous écouter vendredi après-midi à la Planète Café. Mais dans mon bureau, cessez de m'emmerder, je le dis avec vos problèmes personnels. Sur ce, Fodé. Moi, avant de passer, j'avais dit tout à l'heure, et ça m'a fait penser à un de mes anciens professeurs. Il nous avait fait un cours pendant lequel il avait un sourire plaqué sur le visage tout le long du cours, pendant toutes les semaines où il nous a entretenus. Et je te jure, ça a facilité l'absorption du cours. Et on se disait, non, quel prof cool, surtout qu'il avait un sourire mignon. Donc il met juste ses ressentis personnels de côté. Non, il nous a clairement dit, à la fin, c'est un sourire commercial. Oh! Il dit, j'en avais besoin pour mon cours. Mais ça ne veut pas dire qu'en dehors de la classe, vous me voyez toujours sourire. Que la vie est tout le temps rose. C'est ma première fois d'avoir contact avec le sourire commercial, le visage que je t'offre parce que je suis en mode professionnel. Ouais. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on doit apprendre à cultiver. Mes états d'âme n'ont rien à voir avec le travail que j'ai à fournir aujourd'hui. On n'a pas d'être aussi extrême en mode quand j'arrive au boulot, à part le bonjour, non, c'est fini. Il faut savoir détendre l'atmosphère, mais avec des limites. La question, c'est justement, what are the boundaries? Exactly. Quelles sont nos limites? Exactly. Qu'est-ce qui nous permet de maintenir un climat agréable entre nous? Monsieur Fodé, qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot de fin? Bon, je vais dire à tous ceux qui nous suivent, tous les téléspectateurs, au fait, le professionnalisme n'est pas un luxe. Merci Fodé. Le professionnalisme n'est pas un luxe. Ça me fait le titre du, comment ça s'appelle? Ouais. Le titre de l'épisode, le professionnalisme n'est pas Merci Fodé. C'est une culture de la répétition et de la rigueur. Très bien. Un client qui soit au Niger, qu'il soit à Abidjan, qu'il soit à Paris, va être servi mérite de le la même niveau. manière. Ouais. Et c'est juste ça. Ouais. Et tant qu'on ne met pas l'accent sur cette rigueur, sur cette façon de faire, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire, quand on prend un domaine bien précis, quand on prend le monde des affaires, aujourd'hui, que vous soyez à Niamey, que vous soyez à Casa, que vous soyez dans d'autres pays, le monde du professionnalisme, c'est juste se limiter à tout ce qui rapporte à l'essentiel. C'est d'être vraiment strict, rigoureux et répondre aux exigences de ceux qu'on nous demande. Et je crois que je n'ai pas grand chose à apporter par rapport à la fin. Tu as été très concis, donc. Très.
tes mots étaient lourds, tes phrases étaient lourdes. Ouais. Lourdes de sens. Ouais. Donc, sur ce, nous ne pouvons dire que merci à M. Fodé qui, de 1, nous a gentiment accueillis dans son cadre. J'espère que vous voyez bien écrit derrière moi que nous sommes sur le territoire de M. Fodé et qui a bien voulu partager avec nous son expérience basée sur ses dizaines d'années dans le monde professionnel. 15 ans. Je me Il n'a rappelle. pas encore la 15, il est à 14. Donc même 15 au lieu de quinzaine, j'ai bien choisi. Ok. Donc il est dans la dizaine et nous savons que ce n'est que... C'est toujours... Il y a toujours de la place pour l'amélioration et parce que de la même manière qu'il veut lui-même évoluer, c'est comme ça qu'il veut partager, c'est comme ça qu'il permet à tous les gens qui sont autour de lui, qui sont là, dans un esprit d'apprendre, il leur permet de capter des comportements qu'on n'apprend pas forcément à l'école, qu'on n'apprend pas sur les bancs, qu'on n'apprend pas dans les livres, mais qu'on acquiert à coup de pratique sur le terrain. Comme le Jedi, il permet à ces jeunes padawans de se développer. Sur ce, arrivederci.